présidente de la région, monsieur le vice-président du Calvados, cher Michel, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, et surtout, cher Sébastien. La France devient la championne en Europe de la fibre optique. Que de chemin parcouru pour arriver à ce résultat. Je me souviens qu'en 2012, ayant préparé le dossier dès 2010, le département du Calvados s'engageait dans une politique volontariste d'aménagement numérique. Au travers de la construction d'un réseau d'initiatives publiques, nous savions que la route serait longue et non sans obstacles. C'était à prendre en marchant. Le mot pas simple est un euphémisme. Et regardez ce qu'il me reste comme cheveux. À chaque étape, les aléas techniques, administratifs ou économiques inhérents au déploiement des réseaux pouvaient impacter le déroulement des travaux et retarder le projet. De l'exploitation des infrastructures préexistantes pour déployer la fibre, en passant par l'approvisionnement en câbles, les tensions sur le marché de l'emploi, les autorisations de voirie, les problèmes d'élagage, le conventionnement avec les syndics d'immeubles ou les propriétaires privés, les autorisations des architectes des bâtiments de France, et je me souviendrai tout particulièrement de celui d'Honfleur et de Bayeux, et jusqu'aux adresses même des communes. Et cela sans oublier l'évolution des dispositifs nationaux et des textes réglementaires et législatifs qui encadrent le développement et la commercialisation du réseau. Puis, enfin, la crise sanitaire de ces 2 dernières années. Sans compter dans notre cas le changement des délégataires, pour enfin trouver un Normand, de la seniorité. Merci Altitude Infra, merci à vous David Adfassi et toutes vos équipes. Pour parvenir à ce succès de voir la France parmi les premières en Europe, toute la filière des opérateurs aux sous-traitants en passant par les collectivités et l'État s'est donc mise en ordre de marche. Une décennie plus tard, notre pari ambitieux est bien sur le point d'être gagné. Aujourd'hui, plus de 22 millions de foyers français sont raccordables à la fibre. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander à un opérateur d'amener la fibre à l'intérieur de leur domicile pour pouvoir bénéficier d'un accès à Internet à très haut débit. Le Calvados s'inscrit pleinement dans cette tendance sur le réseau d'initiatives publiques porté par le département et la région. Près de 80% des prises prévues sont désormais éligibles, plus de 200 000 foyers qui peuvent accéder au très haut débit. En théorie, en pratique, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. La présence du très haut débit nous projette déjà dans l'étape d'après, vers les nouvelles perspectives et les usages numériques pour des territoires intelligents, qui vont opérer la transition numérique de notre société. Cet effort des nouveaux usages doit se faire avec la participation de tous. Le réseau FTTH, c'est-à-dire grand public, a été construit pour acheminer l'Internet performant partout, dans chaque foyer. Aujourd'hui, les prises sont déployées et disponibles. Et l'on constate partout que les habitants ne manquent pas d'appétence, c'est le moins qu'on puisse dire, et souscrivent massivement des abonnements pour avoir la fibre à la maison. Malheureusement, le raccordement à la fibre des foyers calvadosiens vire parfois au casse-tête, voire au cauchemar. Les difficultés sont innombrables, vous les connaissez. Problèmes d'adresse qui rendent les prises déployées inéligibles à la fibre. Problèmes de qualité ou de conformité des équipements sur le terrain. Échec de raccordement sur le domaine public, fourreaux cassés ou bouchés qui mettent de longs mois à se résoudre. Construction neuve dont l'adduction au réseau fibre nécessite l'intervention de l'exploitant du réseau et devrait entraîner la création d'un guichet unique pour le grand public, car il n'y a plus d'opérateur universel. Et pour les foyers qui ont la chance d'avoir accès au très haut débit, des délais de rétablissement qui explosent en cas de panne, pire, de malveillance. Cette situation ne peut plus durer.
Nous ne pouvons continuer d'avoir dans le Calvados comme ailleurs des centaines d'administrés qui se retournent vers leurs élus locaux, en désespoir d'obtenir des réponses, après parfois littéralement des dizaines de renvois de responsabilités des uns vers les autres. Nous devons aujourd'hui dépasser cette période. Je ne suis pas ici pour pointer du doigt les uns ou les autres. Quand les difficultés sont aussi nombreuses, les responsabilités sont forcément partagées. Ce n'est ni blanc ni noir. L'essentiel est cependant que nous ayons tous envie de réussir, de persévérer dans cette équipe de France du très haut débit pour rester champion d'Europe. Je veux croire que nous pouvons, si nous nous mettons tous sérieusement autour de la table, trouver les réponses à ces problématiques qui durent depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Il est d'autant plus indispensable d'y parvenir rapidement que nous sommes dans une période charnière pour tous les acteurs impliqués dans la construction et l'exploitation des réseaux fibres. Aussi bien pour le tandem délégant-délégataire, et je vous ai expliqué, c'est un Normand, donc on est main dans la main, que pour les opérateurs commerciaux présents sur notre territoire, qui doivent faire face à l'explosion des demandes de raccordement. Il faut raccorder vite, certes, mais raccorder bien, en respectant le réseau et les infrastructures en place. Permettez-moi de vous rappeler l'importance des trois acteurs qui œuvrent dans le succès des réseaux publics, Calvados, Normandie. Le département du Calvados dans le rôle du délégant. Il pilote la délégation de services publics, il est le garant du cadre réglementaire, il finance la part publique du projet aux côtés de la région Normandie, de la mission très haut débit, de l'État, de l'Europe. De Altitude Infra, le délégataire à qui le département a confié le déploiement, l'exploitation et la commercialisation du réseau auprès des opérateurs télécoms. Les opérateurs commerciaux qui vendent leurs abonnements télécoms aux particuliers et aux professionnels et réalisent le raccordement final du foyer ou du local professionnel. Si ces trois acteurs font leur job correctement, le client final, un particulier ou une entreprise, sera happy. Alors que nous sommes en passe de réussir le développement du réseau, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire en sorte que le déploiement au dernier kilomètre de la fibre optique, c'est-à-dire jusqu'au domicile des Français, soit lui aussi une réussite. Tout ce qu'il nous faut pour cela est la volonté de travailler en commun, chacun en réalisant sa juste part. C'est à cela que peuvent servir des événements comme ceux-ci, aujourd'hui à Deauville. Je vous remercie tous donc de votre présence en espérant que nous puissions, ici et maintenant, avancer dans la recherche de solutions concrètes. En navigation, nous apercevons la rive de l'autre côté. Notre but, fibrer tout le Calvados et toute la France. Soyons suffisamment malins pour comprendre les problématiques du terrain et trouver les solutions techniques ou réglementaires sans reporter la responsabilité les uns sur les autres. L'accès à l'Internet performant est un droit fondamental. La crise sanitaire l'a rendu indispensable dans tous les domaines. Pour nos entreprises, pour nos élèves, le numérique a été indispensable pour assurer la continuité de l'éducation pendant le confinement. La fracture numérique dans ce domaine peut remettre en cause l'égalité des chances éducatives. C'est le fondement même de la Constitution. Même pour nos seniors, c'est aussi depuis 2010 pour moi, ancien professionnel de santé, le développement de la domotique qui permet le maintien de les personnes âgées à domicile et ainsi retarder le plus longtemps le placement en EHPAD. Ensemble, soyons vraiment les champions de l'Europe de la fibre, main dans la main, pour franchement réussir. Merci. Merci Olivier Collin, merci beaucoup. C'est un peu l'ascenseur émotionnel, hein. Tout à l'heure on était à Cocorico, et là vous nous dites attention, si on veut le réussir vraiment, il faut s'en donner les moyens et faire équipe. Effectivement, ça,
peut-être pas filer une métaphore de l'Ovalie jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'on a une très belle équipe de France qui remporte de vrais succès. On se dirige vers une Coupe du Monde l'an prochain. Faudrait pas se laisser dégoupiller par les Anglais, comme on disait. Un tout petit mot. Juste pour vous dire, l'ARCEP a effectivement dit que régulièrement, il rencontrait les différents acteurs nationaux. Je pense qu'on pourrait imaginer sur chaque département avoir le même type de rencontre. Ça permettrait d'aller beaucoup plus vite et surtout, d'éviter l'agacement, mais profond de notre population. Car je ne connais pas un élu ici qui ne soit pas interpellé au minimum une fois par semaine. Pour ma part, c'est tous les jours et plusieurs fois. Merci Olivier pour ce témoignage. Hervé de Tournadre, vous êtes directeur des affaires réglementaires chez Bouygues Télécom. Donc quelle est votre expérience voilà en termes de déploiement? Vous êtes qu'on appelle un over the top, hein, vous êtes opérateur commercial. Donc quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez? Vous avez décidé effectivement de partager en toute transparence avec nous aujourd'hui ces difficultés et puis voilà le travail que vous conduisez pour les résorber, pour les résoudre. On vous écoute. Merci Sébastien, bonjour à tous. Monsieur le conseiller, vous avez placé le décor, placé le contexte, vous avez parlé de difficultés de raccordement à la fibre. Alors je vais essayer de vous convaincre qu'une partie, en grande partie en fait, la solution passe par l'industrialisation des processus. Alors l'an dernier, donc j'étais venu ici avec le directeur de l'aménagement numérique de Grand Paris Sud, parler du mode stock et notamment des voies et moyens de restaurer la confiance dont vous avez parlé. Confiance dans ce mode stock est, je le pense, stratégique pour le secteur parce qu'aujourd'hui, c'est le seul qui permet de garantir, je dirais, le niveau d'activité commerciale tel qu'on le connaît aujourd'hui sur la fibre. Et nous avions parlé abondamment d'industrialisation des processus et notamment, j'étais venu présenter notre outil Check Voisinage, qui est un outil qui a été déployé par Bouygues Télécom il y a maintenant 18 mois, qui permet à nos techniciens de se déclarer lorsqu'ils arrivent sur cet outil, lorsqu'ils arrivent sur un PM, et nous, opérateurs, de pouvoir détecter si lors de son intervention, en fait, il y a une déconnexion d'un client. Et à ce moment-là, si on détecte une déconnexion, on peut lui remonter la route optique à rétablir, et il rétablit notre client, et tout se passe bien. Alors, effectivement, cet outil, en fait, il ne fonctionne que pour Bouygues Télécom, et nous, on a appelé de nos voeux, justement, une généralisation à l'ensemble du marché de cet outil. Alors, depuis un an, sur tous les sujets d'industrialisation, où en sommes-nous? Ça avance, ça a beaucoup avancé, je devrais quand même l'exprimer ici, notamment sur deux sujets. Je crois qu'il y a une planche normalement qui doit arriver. Sur cette planche, bon, voilà, j'ai mis trois sujets. Il y avait les déconnexions de clients, je vais en parler tout de suite. Il y a les infrastructures dégradées, ça c'est important, je vais en parler aussi. Et le troisième sujet, je l'évoquerai pas, c'est les échecs de raccordement. Aujourd'hui, l'ARCEP a réuni l'ensemble des acteurs pour discuter de ces problématiques et les acteurs sont en train d'identifier les problématiques et de proposer des solutions. Et dans quelques mois, effectivement, on aura des solutions pour réduire drastiquement le niveau des échecs. Donc, je vais pas y revenir. Sur les déconnexions, on a présenté, nous, notre outil à l'ensemble du marché, on l'a partagé, on s'est réunis, on a défini des spécifications communes à travers notre plateforme Interop Fibre qui permet d'interconnecter l'ensemble des acteurs. Et on s'est mis d'accord donc sur cette spécification fin d'année dernière et on s'est également fixé un horizon temporel de livraison au plus tard de cet outil fin 2022. L'outil a été rebaptisé e-intervention, donc vraiment dans tous les documents de l'ARCEP, s'appelle e-intervention. Qu'est-ce qui permet? Que permet de faire cette phase 1 de l'outil? Ça permet à l'OC de se déclarer à l'OI lorsqu'il intervient sur un PM. L'OI peut relayer à l'ensemble des OC présents sur le PM qu'une intervention est en cours. Ça permet à ces OC de détecter proactivement s'il y a une déconnexion. S'il y a une déconnexion, ils pourront agir proactivement pour le rétablir dans les meilleurs délais. Il y a une phase 2 qui va arriver, qui n'est pas encore actée, qui permettra à l'OC qui le souhaite de demander au technicien de l'OC qui est intervenu et qui a déconnecté son client de lui rétablir son client directement, sans attendre que lui-même dépêche un technicien pour le rétablir. Voilà. Ça, c'est vraiment une avancée majeure pour le marché. Il y a un an, il y avait pas mal de scepticisme, beaucoup doutaient quand même qu'on puisse y arriver. L'ARCEP nous a écoutés, a été très très moteur. Je remercie Olivier Correlleur, je ne sais pas s'il est encore dans la salle. Il nous a beaucoup aidés. Il a réuni le marché et on y est arrivé. Au-delà, cet outil, il apporte aussi des capacités d'identification de qui intervient au PM et quand, draw data, etc. C'est des informations précieuses pour les OI.
Ça leur permettra de détecter effectivement les techniciens qui créent des déconnexions, voilà, qui n'interviennent pas forcément dans les règles de l'art. Alors, pas dans un unique but d'être coercitif, de sanctionner, mais aussi de dire à l'OC, attendez, votre technicien, voilà, il a besoin d'être formé, il est mal intervenu, etc. Donc, formez-le. Voilà, donc ça sera utile pour tout le monde. Nous serons prêts sur cet outil dès le mois de juin, c'est-à-dire dans 2 mois, et on est prêt à s'interconnecter avec tous les autres acteurs qui seront prêts pour mettre en œuvre l'outil, faire des démonstrations, montrer que c'est utile et que ça presse et que ça marche. Sur les infrastructures dégradées, effectivement, ça c'est un sujet. Les outils ils ont quand même avancé parce que maintenant tous les OC ils transmettent les comptes rendus photographiques de leurs interventions aux OI. Toutes les photos maintenant elles remontent. Alors le sujet maintenant ça va être de traiter ces images. Il y a à peu près une dizaine de millions d'interventions par an sur le réseau mutualisé. À raison de 5 à 7 photos, ça fait 50-70 millions d'images. On ne peut pas le faire d'une manière je dirais, classique, manuelle. Il faut le faire avec des outils. Ça, c'est l'intelligence artificielle. L'an dernier, nous avions présenté notre outil d'intelligence artificielle avec notre partenaire Diplomatique. Nous, on observe maintenant que sur le marché, tout le monde en fait a fait le mouvement. Il y a, je connais pas d'acteurs OIOC qui ne sont pas intéressés à la question, qui ne développent pas d'intelligence artificielle. La prochaine étape là-dessus, ça va être de fiabiliser la détection des malfaçons et de les notifier à l'OC pour que sans délai, rapidement, ils puissent y remédier et rétablir, mettre les choses dans le bon ordre. Alors peut-être une alerte, je pense qu'il y aura besoin de cohérence, d'harmonisation des IA. Si on a chacun nos outils, on va pouvoir peut-être détecter, interpréter les choses de manière différente. C'est important que on ait des règles communes, qu'on établisse bien les règles communes. Comment est-ce que je détecte de ma façon? Peut-être qu'il y a des boucles d'asservissement entre les IA pour pouvoir interagir les uns avec les autres. Et je jette l'idée. Pourquoi ne pas faire une plateforme d'intelligence artificielle qui soit commune? On a déjà fait ce type de choses par le passé dans les opérateurs de télécom. On a une grande pratique de tout ça. Par exemple, sur la portabilité des numéros, on a des plateformes communes pour porter les numéros fixes et mobiles d'un opérateur à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas sur l'intelligence artificielle? C'est vrai qu'on est tous partis avec nos propres IA, mais on n'est pas encore allé extrêmement loin. Et peut-être que il serait opportun de pouvoir faire quelque chose de commun pour renforcer l'efficacité de tout ça. Ensuite, effectivement, une fois qu'on a fait ça, il faut reprendre un certain nombre de PM. Il y en a un certain nombre qui sont dégradés, malheureusement. C'est pas une généralité. Il y a quand même 180 000 PM sur le territoire. Nous, on n'identifie pas qu'il y a 180 000 problèmes, loin de là. On a identifié, on a remonté à l'ensemble des OI et des OC, et notamment à l'ARCEP, on a identifié 1500 PM, par exemple, sur le territoire qu'on estime comme prioritaires, sur lesquels l'incidentologie est élevée, voilà, et qu'il faudrait reprendre d'une manière prioritaire. Et donc, nous appelons un programme national. On observe qu'il y a des premières annonces qui se font de la part des OI pour initier ces reprises de PM. Nous, on est prêt à mouiller la chemise. On est prêt à mettre nos moyens humains et matériels à disposition des OI pour pouvoir effectuer ces reprises. Alors, il faudra qu'ils restent en bon état, ces PM, parce que c'est important. Et les outils dont on vient de parler précédemment, e-intervention et l'intelligence artificielle, va nous y aider. Et ils vont trouver toute leur raison d'être et leur utilité. Il est possible aussi, pour certains PPM, pardon, pas poèmes. C'est parfois poétique. C'est parfois être assez poétique. On garde le lapsus. Bon, de renforcer la surveillance des PM les plus critiques. Je sais pas, on peut mettre des serrures renforcées. Nous, on est prêt à participer à tout ça. Peut-être des caméras sur les points vraiment litigieux et qui posent problème de manière répétée. Pourquoi pas mettre des caméras? Je sais pas. Bon, il y a peut-être on le fait bien dans les villes. Bon. Voilà ce que je voulais apporter comme innovation. Je pense que voilà, on démontre que l'ensemble de la profession se saisit de la question de la qualité. Ça, nous on est convaincus que ça passe par l'industrialisation. Il y a beaucoup d'avancées, je pense quand même, ça progresse énormément. La fibre, c'est une réussite. Des difficultés demeurent, on est d'accord, mais j'espère vous avoir convaincu que la solution passe par l'industrialisation des processus et la fiabilisation de nos processus à tous. Merci. Et la mutualisation des interventions. Merci et la beaucoup. Mutualisation. Merci.
J'espère effectivement que ce sont aussi des choses qui sont réfléchies au sein de la FFT, puisque effectivement ça concerne en priorité les opérateurs commerciaux. Merci beaucoup Hervé de Tournadre pour ces 2 suggestions qui, clairement, je pense, Olivier Collin, vont dans le bon sens. Jean-Germain Breton, vous êtes le président d'Orange Concession. Alors, vous êtes nouveau dans le game, hein, comme on dit, puisque Orange Concession a été créé à la fin de l'an dernier. Hein. J'aimerais que vous nous disiez 2 mots sur cette structure, évidemment, cette nouvelle organisation, ce nouveau player, et que vous nous disiez vous aussi comment vous allez travailler en tant qu'opérateur d'infrastructure sur les questions qu'a soulevées Olivier Collin et celles que vous connaissez très bien sur le terrain. Très bien, merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation, effectivement. C'est la première fois que je participe aux EGRIP et je suis très satisfait d'être là avec vous. Aujourd'hui, quelques mots sur Orange Concession, même si Orange Concession s'installe petit à petit dans le paysage. Rapidement, c'est la volonté de l'opérateur Orange de mieux détourer, identifier et valoriser son activité d'opérateur infrastructure dans la zone d'initiative publique. Et ça s'est concrétisé par la volonté aussi de s'associer à des partenaires financiers qui accompagnent notre projet de développement sur le long terme. Voilà. Orange Concession aujourd'hui, c'est un portefeuille de 24 réseaux d'initiatives publiques, c'est 4,5 millions de prises qui ont été attribuées au terme des processus compétitifs. Ça nous place en tête des opérateurs d'infrastructure sur la zone RIP avec un peu plus de 30% de part de marché. On est présent à la fois sur le territoire métropolitain, sur le territoire ultramarin, avec notamment trois RIP à Kourou, en Guyane et à La Réunion. D'accord. Voilà, on couvre un tiers des départements sur le territoire et à terme, on couvrira 6500 communes et d'ores et déjà, il y a 4000 communes qui sont, je dirais, opérées avec des prises opérées par Orange Concession. Orange SA est notre partenaire industriel, donc ça a été et ça c'est important. On s'appuie sur l'opérateur leader sur la fibre en France et en Europe, et on s'en réjouit. Quelques chiffres. Orange Concession, c'est une petite structure d'une centaine de personnes. Aujourd'hui, on raccorde à peu près, notre partenaire industriel avec les ETR raccorde à peu près 3000 clients, 3000 prises par jour, produisent 3000 prises raccordables IP par jour. Nos clients FAI raccordent à peu près 1700 clients par jour. On a au quotidien 5000 personnes. Je regardais la présentation tout à l'heure, je crois que c'est qui faisait état de 39 000 personnes qui sont au quotidien mobilisées sur les projets. C'est le plus gros chantier industriel, 40 000. Oui. Et ben effectivement, 5000 personnes travaillent pour les RIP Orange sur le terrain, autant en production qu'en exploitation. Et donc, ça fait un chantier extrêmement important. On a un peu plus de 80 clients opérateurs sur nos réseaux, puisqu'on a des réseaux de première génération, et puis on a maintenant des offres activées sur nos réseaux qui font venir un certain nombre d'opérateurs commerciaux. Voilà, je voudrais juste terminer cette rapide présentation en mettant en avant trois valeurs qui sont importantes pour nous chez Orange Concession. C'est la proximité avec les territoires. 60% de l'effectif d'Orange Concession est dans les filiales, dans les territoires, au plus près de nos délégants, de nos collectivités, au plus près de notre partenaire industriel et au plus près des équipes commerciales, des opérateurs commerciaux qui s'organisent sur le terrain pour être plus présents et animer commercialement leur secteur. La deuxième valeur auquel nous sommes très attachés, c'est notre mission sociétale. On a la chance, et je le disais déjà au trip de la Vica en novembre, d'être sur un business extraordinaire, d'amener la fibre au plus près des territoires, dans les territoires les plus reculés. Hein. Nous, on a des zones un peu compliquées à aller déployer. C'est extraordinaire d'amener la fibre un peu partout sur ces territoires, sur ces villages, etc. Et donc, on a aussi une mission sociétale autour d'accompagner ces territoires avec des ambitions sur l'insertion et la formation professionnelle. Et on est très content des opérations que l'on mène avec tout l'écosystème sur cette ambition sociétale, sur le fait de réembarquer des personnes qui étaient un petit peu éloignées du travail dans des situations compliquées, de les ramener au travers de nos projets et de la construction de ces réseaux dans la vie active. Et puis la troisième valeur, et je crois qu'on va en parler maintenant, auquel on est très attaché, c'est la qualité des réseaux que l'on construit et la qualité
des réseaux que l'on exploite. Voilà en quelques mots pour brosser le portrait d'Orange Concession aujourd'hui. Alors sur toutes ces histoires de mode stock, enfin de sous-traitance en cascade, on a vu des sous-traitances jusqu'à des rancettes sur les raccordements longs, la qualité de service. Voilà, quelles sont aujourd'hui les initiatives que vous portez au sein d'Orange Concession et votre méthode pour faire respecter les règles de l'art sur le terrain et éviter les désagréments qu'Olivier Collin, qui parle pour tous les élus de France, a pu constater. Alors, je vais effectivement évoquer toutes les initiatives que l'on prend. Peut-être un mot parce que je rejoins tout ce qui a été dit depuis ce matin sur la vitesse de déploiement. Je pense déjà c'est important. 3 millions de prises déployées. L'année dernière, en 2021, Orange Concession a déployé plus de 600 000 prises. On va en déployer encore pratiquement 800 000 en 2022. Donc, on continue à croître. On vient de passer le cap des 2 millions de prises. Voilà, on aura terminé fin 2022 le déploiement de 12 réseaux d'initiative publique. Donc, exactement la moitié des réseaux seront construits à la fin de l'année 2022. Donc voilà, l'outil industriel est en place. Je pense que le problème de l'accélération, de la vitesse de déploiement, c'est derrière nous. Donc c'est absorbé. Donc effectivement, maintenant, il s'agit de davantage focaliser notre attention, l'ensemble de nos actions, sur l'exploitation, sur la qualité. Alors, il y a la qualité, il y a la phase de construction, il y a la phase d'exploitation de nos réseaux. Je dirais chez Orange, la qualité de la construction, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je dirais que dans les RIP, c'est un peu consubstantiel à notre organisation, puisqu'on a à toutes les étapes du projet beaucoup d'interactions avec les délégants. On a déjà un cahier des charges très précis sur comment on doit déployer le réseau. Ensuite, on a toute une méthode itérative avec l'ensemble de nos délégants qui font que tout est contrôlé, surcontrôlé. Et je pense que tout ça, ça nous amène à construire des réseaux plutôt de très bonne qualité. Aujourd'hui, les retours qu'on a à la fois de nos délégants, même s'il y a encore des difficultés ici ou là, parce que il y a des malfaçons, voilà. Mais globalement, je crois qu'il faut le dire, la qualité des réseaux que l'on construit, en tout cas, je parle pour Orange Concession, est de très bonne facture, de très bonne qualité. On a des très bons retours de délégants qui ont fait les recettes, et maintenant, on a de plus en plus de retours des FAI qui arrivent progressivement sur nos réseaux et qui constatent aussi une très bonne qualité des réseaux avec assez peu d'échecs de raccordement. Pour autant, l'arrivée massive des clients opérateurs commerciaux sur nos réseaux, forcément que ça attire notre attention. C'est un révélateur un peu de la qualité des réseaux que l'on construit. Donc, pour l'instant, c'est plutôt un marqueur positif, mais on est bien conscient que l'arrivée massive des opérateurs commerciaux sur des réseaux ouverts peut peser à terme sur la qualité de l'exploitation de nos réseaux et peut, si on n'y prend pas garde, accélérer une dégradation prématurée de nos réseaux avec ce système ouvert. Voilà. Alors, sur Orange Concession, on a la chance que les opérateurs commerciaux arrivent un tout petit peu plus tard que d'autres. Donc, on a essayé de prendre un petit peu acte de cette situation et de remettre en place un plan d'action qui porte sur 4 phases. La sensibilisation des opérateurs commerciaux, sensibilisation et animation, je vais y revenir. 2, un certain nombre de contrôles. Et 3, s'il faut en arriver là, un certain nombre de sanctions. Parce qu'on a la possibilité aussi d'intervenir, de demander à des opérateurs, des sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3, de ne pas continuer l'exploitation quand on constitue que leurs opérations dégradent trop nos réseaux. Sur la partie sensibilisation-animation... Il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Sur la partie sensibilisation-animation, 2 exemples. Premier exemple, et qu'on va démultiplier pratiquement sur l'ensemble de notre géographie. On l'a déjà fait sur un réseau. On sensibilise directement les techniciens des opérateurs commerciaux. C'est-à-dire qu'on a demandé aux opérateurs commerciaux, ils ont accepté, ils ont joué le jeu, tous, de réunir l'ensemble de leurs techniciens pendant une demi-journée. Et on leur a expliqué tout. Le RIP, comment on déploie, le mode stock, les règles d'ingénierie, les règles de sécurité, et ensuite on a fait des ateliers. Et ça, je pense qu'on peut le faire à la maille d'un département assez facilement. Ils ont tous accepté, ils ont tout le jeu. Voilà, on leur donne en plus les clés de sécurité pour éviter qu'ils dégradent, etc. Donc on leur donne le petit package, etc. Et je trouve que cette première opération, elle a été c'est très bien passé, et on va regarder si les résultats sont là dans les prochaines semaines. Ça, c'est la première chose.
Deuxième chose, tous les mois, on rencontre chacun de nos opérateurs commerciaux, les équipes de Bouygues, de SFR, d'Orange, de Free. Et là, on fait le point systématiquement, pas forcément uniquement sur business, mais aussi sur la qualité de leur action. On partage les contrôles, on partage les audits, etc. Donc, il y a une énorme phase de sensibilisation et d'animation. Deuxième phase des contrôles, on diligente un certain nombre d'audits essentiels. D'accord. Et ces audits, on les partage. Et troisième phase, s'il faut le faire, on sanctionne les rangs 1, les rangs 2, qui ont des malfaçons très supérieures à la moyenne. Et ça, c'est un moyen aussi de sensibiliser. Et ça c'est mal vécu par les opérateurs commerciaux quand on leur demande à leur, je dirais, structure technique de supprimer un ou deux partenaires. Mais en tout cas, voilà, c'est le travail qu'on fait, de fond, qu'on engage et qui doit permettre à terme de mieux maîtriser ou de limiter les dégradations de notre réseau. En tout cas, chaque DG est mobilisé sur l'animation, la sensibilisation et le contrôle. Et on pense que ça va porter ses fruits. Puis au-delà de ça, il y a bien sûr le stock V2 qui va venir encadrer ces pratiques-là. On est en cours de contractualisation. Mais je dirais que c'est ce qui va venir en plus. Je pense plus à l'action terrain quotidienne avec l'ensemble des opérateurs commerciaux. Voilà. Merci Jean-Germain Breton, on vous applaudit. Marc Leblanc, vous êtes directeur Europe du Sud des solutions télécom de Prysmian, fabricant de fibres optiques, leader en Europe, et également le président d'Objectif Fibre. Alors, les règles de l'art, la montée en compétences, c'est votre pain quotidien, c'est votre combat au sein d'Objectif Fibre depuis plusieurs années, notamment avec la création des centres de formation labellisés Objectif Fibre. Première réaction à ce que vous venez d'entendre, et puis selon vous, quels sont effectivement les points de vigilance et les choses à faire pour que ces réseaux durent, soient pérennes, soient bien faits? Merci Sébastien, bonjour à tous. Alors je peux qu'être d'accord avec tout ce que j'ai entendu, à la fois avec ma casquette Objectif Fibre et ma casquette industrielle. S'agissant d'Objectif Fibre, donc Objectif Fibre est une plateforme collaborative qui a été créée il y a maintenant 13 ans, en 2009, justement avec le souci d'anticiper et de préparer des déploiements en fibre optique, des déploiements optiques pérennes et de qualité. Donc bien avant le lancement officiel du plan France Très Haut Débit, la filière s'était réunie pour essayer de réfléchir à la meilleure façon de déployer des réseaux de façon homogène et pérenne. Donc Objectif Fibre aujourd'hui est légitime parce qu'elle représente l'intégralité de la filière. Hein. Nos membres sont en fait à travers 5 fédérations que sont Infranum, la FFT, donc Fédération des opérateurs télécoms, 2 fédérations d'installateurs et la FIEC qui est la Fédération des équipementiers. Cette filière a identifié un certain nombre de points sur lesquels il est important d'avoir une démarche collective. Et je vais citer 2 points très importants. La première, c'est les règles de l'art. On en parle beaucoup, mais encore faut-il les recenser, les diffuser et les appliquer. Ça, c'est fondamental. Et dans les livrables que produit Objectif Fibre, tous les ans, nous produisons des guides pratiques qu'on veut extrêmement didactiques, extrêmement détaillés, à base de schémas. Je vous encourage tout à l'heure à passer sur notre stand où vous pourrez voir les derniers guides que nous avons créés. Ces guides sont écrits par la filière, donc le contenu est partagé par tous les acteurs, depuis les opérateurs, qu'ils soient opérateurs commerciaux, opérateurs d'infrastructure, jusqu'aux installateurs en passant par les équipementiers et en bonne intelligence avec les pouvoirs publics. Donc, ces guides sont la Bible pour déployer correctement. Une fois qu'on a ces règles de l'art, qu'on les connaît, qu'on les comprend, encore faut-il les appliquer correctement. Et ça, c'est le deuxième point qui est très important, c'est la formation des équipes. Et je rentrerai pas dans le débat du nombre de niveaux de sous-traitance, mais qu'on ait un sous-traitant, 2, 10, 15, 60, que sais-je, il est très important que toutes les équipes soient formées. Et ça, c'est effectivement la responsabilité de tous, de faire en sorte que les équipes de déploiement sur le terrain aient reçu la formation ad hoc pour qu'encore une fois qu'elles ont compris les règles de l'art, elles les appliquent strictement. Pour ce faire, Objectif Fibre participe à un certain nombre de travaux, a engagé depuis maintenant plusieurs années la labellisation de centres de formation. Donc on aide en fait un certain nombre de centres de formation partout sur les territoires. On aide ces centres de formation à avoir des plateaux techniques qui sont le reflet de ce qu'ils vont trouver dans la vraie vie. Il ne s'agit pas de former des gens sur des matériels ou dans des conditions qui sont complètement déconnectées de la réalité, ça n'aura aucun intérêt. Mais on aide aussi ces organismes de formation à bâtir des offres de formation, plus ou moins longues en fonction des exigences de terrain. On s'assure aussi que les formateurs
et à la fois une expérience théorique et une expérience pratique. Et donc voilà, ces deux piliers, règles de l'art, donc les recenser, les diffuser et la formation, sont pour nous en tant qu'objectif fibre indispensables si on veut effectivement atteindre les objectifs que tout le monde se fixe ici. Déployer vite, certes, mais déployer bien, et surtout déployer bien du premier coup. L'idée, c'est pas de refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois le raccordement. Et c'est d'autant plus important que plus on va aller vers l'abonné, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, sur à peu près 40 millions de locaux, on en a raccordé concrètement 15 millions, donc il reste sur les années à venir 25 millions de locaux à aller réellement raccorder, hein, pas uniquement s'arrêter au trottoir, mais à aller chez les abonnés. C'est certainement le moment le plus critique, parce que vous rentrez dans le domaine privé, que ce soit chez des personnes ou des entreprises, donc il faut non seulement avoir une maîtrise technique, mais il faut également, on en parle à chaque fois, il faut avoir des compétences en savoir-être. Voilà, quand vous allez chez Monsieur X ou Madame Y, c'est pas comme quand vous raccordez un câble dans une chambre ou dans un égout. Donc tous ces aspects-là sont absolument fondamentaux. Et encore une fois, si on veut que le plan France Très Début soit un succès, 25 millions de locaux à raccorder, encore à faire d'ici 2025, 2030. Ça, personne ne sait aujourd'hui dire quand est-ce que ça va se terminer. Mais voilà, c'est très important. Donc former et appliquer les règles de l'art. Si on ne respecte pas ces deux principes de base, on aura du mal à atteindre les objectifs de qualité qu'on cherche. Et aussi les objectifs à l'export de la filière, parce qu'on aura du mal à se vendre. Tout à fait. Il est question, vous verrez les guides, ils sont très très bien faits, mais en tant que technicien, je peux pas forcément me les embarquer sur le terrain. Oui, tout à fait. Alors, vous pourrez le voir, les guides sont effectivement très complets et plus on s'approche de l'abonné, plus on intervient dans des conditions compliquées, plus il est nécessaire d'avoir un outil agile. Donc, nous allons lancer cette année une appli qui sera lancée très probablement début mai. On est en phase de bêta test qui va permettre, notamment aux équipes d'installation, d'avoir sur un smartphone la substantifique moelle des guides que nous publions et notamment une très importante quantité de schémas explicatifs qui vont permettre à l'installateur, quand il est dans une cave, quand il est chez l'abonné, s'il a un doute, de retrouver de façon très simple, très agile, très visuelle, très didactique, ce qu'il doit faire. Évidemment, le principe de cette application, c'est que même si vous êtes au fin fond d'un parking ou d'une cave, c'est d'avoir en permanence accès à ces informations pratiques. Donc, normalement, mi-mai, on lancera cette application. Merci Marc Leblanc. Alors, à quand un YouTuber ou des tutos sur des tutos raccordement? Ça existe déjà. Ça existe déjà? Bon. Alors, faudra en faire la promotion. Alors, mais par contre, faudra contrôler que c'est bien conforme aux règles de l'art, parce que eux-mêmes, faudra les contrôler. Peut-être pas les sanctionner, mais quand même contrôler ce qu'ils racontent. Merci beaucoup, Marc Leblanc, pour Objectif Fibre et Prismian. Richard Topper, notre deuxième expert, autre cercle de réflexion et de travail autour de la fibre optique, c'est le cercle Credo. Je rappelle que vous êtes également le patron du cabinet conseil CETIX. Donc, peut-être à la différence de Marc, vous avez tendance, vous, quand même, à plaider pour une limitation du nombre de sous-traitants. Quel est votre regard sur ces sujets-là? Voilà, le mode stock, limitation du nombre de sous-traitants, mais pas que. Le cercle Credo édite notamment des fiches pérennité aussi. Voilà, il y a tout un arsenal que vous développez au sein du cercle Credo pour aider à faire les bons réseaux. Tout à fait, et vous allez même, en allant sur les stands, vous allez voir un casque de réalité virtuelle qui va vous permettre de vous promener dans un réseau FTTH, et ça fait appel vraiment, on a vu beaucoup de décideurs découvrir des éléments de réseau FTTH dont ils ignoraient complètement l'existence. Hein. Vous allez le voir là, il y a 5 casques et Claude Richard doit être sur le stand, tout à fait. On va le faire tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je voulais dire? D'abord, ça fait plaisir de se voir tous ensemble. Merci Sébastien. Avec plaisir. De voir en vrai. Hein. Ensuite, le deuxième point, c'est que finalement, dans le monde d'aujourd'hui, le numérique, c'est devenu indispensable. Dans les villes, comme à la campagne. Hein. Et c'est indispensable, ça veut dire que les infrastructures doivent fonctionner parfaitement hein, pour connecter chacun et chacune, n'importe où, n'importe quand. Et quand il n'y aura plus de cuivre, il faudra vraiment que ça marche bien. Hein. Or, la France a été pionnière hein, avec l'ambition de raccorder 100% du territoire, et on est ici dans un territoire où vraiment il y a eu des pionniers. Hein.
Et ce qu'on voit bien, c'est que la France a été le champion, un grand succès pour la rapidité du déploiement de la fibre, notamment dans les campagnes. On est vraiment champion dans les campagnes, mais il y a de plus en plus de problèmes de qualité, de pérennité, et je suis très content de revoir reprendre mon petit slogan « Travailler vite, c'est bien, travailler bien, c'est mieux ». N'est-ce pas? Alors, justement, de mon expérience CETIX, on travaille maintenant dans une quinzaine de pays à l'international, et ce que je peux dire quand même, c'est ça, c'est que la France, si on fait un benchmark très rapide, c'est réellement et je parle sous le contrôle aussi de Vincent Garnier, on est le premier pays pour les réseaux FTTH en zone rurale. Ailleurs, par exemple, dans un des pays qu'on a cité, prenons l'exemple de l'Italie, on dit ah bah il y a pas c'est pas grave, on va faire un système radio qui va vous permettre de régler le problème. Et aux États-Unis récemment, AT&T a fermé des réseaux cuivre et dit oh bah les abonnés qui sont pas prêts, ils ont qu'à se raccorder à un réseau, on dit en anglais FWA, Fixed Wireless Access. Par contre, on est aussi les seuls, il faut le savoir, donc à avoir cette ambition de faire 100% FTTH. On est les seuls, et on est les seuls à avoir notre stock. Pour revenir, on est les seuls. Bon, faut le savoir. Alors, on pourra après expliquer le pourquoi du comment, mais ça sort peut-être du cadre de cette assemblée. Alors, le deuxième point sur lequel je voudrais bien insister, c'est qu'il faut identifier et qualifier les problèmes de qualité. Et ce que je voudrais dire, et on le parle aussi au nom des experts, c'est que le raccordement, c'est que la face émergée de l'iceberg. En réalité, 80% des points techniques sont complètement invisibles du grand public. Les acteurs français, donc, ils ont déployé très rapidement le réseau FTTH, mais aujourd'hui apparaissent de multiples difficultés qui ont été citées, mais je peux en citer d'autres. On a parlé des raccordements d'abonnés défaillants, des infrastructures aériennes mal utilisées. À cet égard, le Credo, une association sœur qui s'appelle l'EINA, qui habilite les entreprises à travailler sur les infrastructures aériennes. Les réseaux insuffisamment dimensionnés, ce qui fait que même dans les grandes villes, parfois, on ne peut pas raccorder certains logements, parce que simplement, il n'y a pas assez de fibres, ça a été mal calculé. Les équipements non étanches, il faut bien comprendre que, je le dis pour toutes les collectivités qui sont ici présentes, ces réseaux vont être présents pendant 20 ans. Et il faut savoir une chose, c'est que si vous mettez des boîtes dans l'eau, qui sont pas tout à fait étanches, il va y avoir de l'eau, et la fibre n'aime pas l'eau. Et donc, ça va plus marcher. C'est aussi bête que ça. Bon. Et quelles que soient les meilleures fibres. Bon. Et ensuite, bien évidemment, les questions d'intervention multiples sur les réseaux non coordonnés, il n'y a pas besoin d'être dans la fibre, n'importe où, y compris chez vous. Si vous avez 4 femmes de ménage à qui vous dites rien pour faire le ménage, ben évidemment, il se passe des problèmes. Donc maintenant, 2 mots sur le Credo. Si je peux mettre la suivante, c'est juste là, parce que donc le Credo, on fait plein de choses. Moi, c'est une association qui a 25 ans, et qui a beaucoup de savoir-faire, et j'ai pris la présidence il y a un peu plus de 3 ans, et j'ai dit il y a beaucoup de savoir-faire, mais il y a très peu de faire-savoir. Et donc, on a essayé de s'améliorer. Et donc, déjà, vous voyez un certain nombre de choses. Tous les mois, il y a des ateliers mensuels qui réunissent les membres du Credo. Les membres du Credo, ce sont les experts d'une centaine d'organisations en France. En ce moment, on est sur un rythme d'un nouveau membre par semaine. Donc, ça va assez vite. Et donc, il y a différents sujets tous les premiers jeudis de chaque mois. Et ça réunit une centaine de personnes, vous voyez, autant que dans cette salle, mais pour parler de sujets quand même bien précis. Et le prochain, c'est le 7 avril. Bon, c'est réservé aux membres, mais si vous m'envoyez un petit mail, on pourra vous montrer, vous faire participer à une session. Ce sont donc des publications, les pérennités. C'est les jeudis de la fibre. Donc le prochain, alors il y a 2 choses que je peux dire. Le prochain jeudi de la fibre, c'est le 14 avril, et ça va être sur un grand sujet qui est la fin du cuivre et la fermeture du cuivre. Donc, et ce sera une table ronde digitale, présentielle et distancielle, qui aura lieu rue Abelin, qui est un bâtiment qui, par exemple, Objectif Fibre est aussi présent. Et donc, je vous encourage à vous inscrire. Et il y a beaucoup de personnes qui vont parler. Ce sera inauguré par la présidente de l'ARCEP, mais qui pourra pas dire grand-chose parce que la consultation publique aura été remise le 4 avril. Et donc le 14, elle ne pourra pas parler, mais par contre, elle pourra dire un petit mot de lancement. Et puis de toute façon, la fermeture du cuivre, c'est quelque chose de longue haleine. Et ce qui est sûr, c'est que pour qu'on puisse fermer le cuivre, ben, il va falloir que la fibre fonctionne. Et pour que la fibre fonctionne, il va falloir que tout le monde se mette autour d'une table. C'est le rôle du Credo. C'est pour ça que ça s'appelle un cercle. C'est cette idée de dire que si chacun vient avec une idée,
Hein, si on est 30 autour de la table, si chacun vient avec une idée, chacun va repartir avec 29 nouvelles idées. Et que on croit beaucoup dans le partage des idées. Et aujourd'hui, il est temps de faire le diagnostic, de poser les problèmes qui se posent, de façon ensuite à trouver les méthodes pour résoudre les problèmes qui se posent à la filière. Parce que aujourd'hui, on est dans un cercle amical, mais dans quelques mois, tous les investisseurs financiers qui sont associés avec tous ces opérateurs d'infrastructure vont venir trouver en disant « Mais si je comprends bien, il faut dépenser un peu plus que prévu, comment on va faire ?» Voilà. Et ça, c'est ce qu'on voit nous aujourd'hui en tant que, là je reprends ma casquette cabinet de conseil, à l'étranger, où on est mandaté par beaucoup d'investisseurs financiers pour répondre à ce type de questions. Et donc, ce que je vous invite maintenant, c'est à aller voir, enfin, tout à l'heure, quand ce sera autorisé, pour ne pas perturber, allez sur le stand et vous allez mettre un casque et vous allez vous promener dans un réseau fibre optique. Vous allez aller dans une chambre, vous allez aller en haut d'un poteau, vous allez aller dans un nœud de raccordement optique, dans un fameux PM dont on vous a parlé. Vous verrez à quoi ressemble un PM qui marche, parce que on n'a pas virtualisé des PM En panne. Enfin, ou paquet de nouilles, comme on dit. Oui. Mais j'ai vu des belles photos là, passer voleur, c'est pas mal aussi. C'est bien. Le mot voleur, parce que pour tous les élus qui sont à la place, c'est clair les collectivités. Moi, je suis un vieux des télécoms. Hein. Les collectivités ont voulu s'impliquer dans les télécoms, et je trouve ça très bien. Dans le temps, c'était les BTT, l'État. Hein. Mais maintenant, il faut que ça marche. Et avant, c'était facile. On pouvait faire une manif devant l'avenue de Ségur au PTT. Maintenant, si ça marche pas, les gens vont se retourner vers les élus. Donc, vous avez tous une responsabilité. Vous avez les moyens. Moi, je le redis en tant que professionnel du secteur, vous avez les moyens de faire qu'il y ait une bonne qualité, mais il faut cette volonté, il faut qu'il y ait une volonté et que vous mettiez les moyens suffisants pour que les réseaux soient exploités de façon réaliste, opérationnelle et efficace. Je vous remercie. Merci Richard, merci beaucoup. Bon, on l'a entendu autour de cette table. Moi, ce que j'apprécie, c'est l'esprit de responsabilité. Personne ne nie qu'il y ait des problèmes, que certains acteurs sont prêts à mutualiser des solutions qu'ils ont développées pour leurs besoins propres, sont prêts à les partager avec d'autres opérateurs. Il y a un travail autour de l'animation et de la montée en compétences sur les acteurs du terrain. Donc, j'ai l'impression que le problème est pris, en tout cas, en considération. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il pouvait pas en être autrement, parce que derrière, effectivement, ce serait à la fois obérer la réussite du plan, mais pour toutes ces entreprises, ce serait obérer leur développement futur. Donc là-dessus, j'ai toute confiance dans l'intelligence, effectivement, de cette filière pour corriger le tir. Mais merci aux élus de leur vigilance, et les citoyens, vous, de toute façon, vous ne vous laisseront pas ne pas être vigilants. Merci beaucoup à tous les 5.